Mes amis, en ce moment en République démocratique du Congo, il y a un grand débat autour de la Constitution. Faut-il, oui ou non, retoucher notre Constitution? Le débat est ouvert. Du choc des idées jaillit la lumière, dit-on. Nous avons trouvé bon d'interroger un expert. Il avait participé à la rédaction de la Constitution actuelle. Il s'agit du professeur Bob Kabamba, que je salue. N'oubliez pas de partager l'émission, surtout de donner votre point de vue dans le respect mutuel. Ok, merci Pi pour l'invitation. Donc, je m'appelle Bob Kabamba. Donc, je suis professeur à l'Université de Liège en sciences politiques dans la faculté de droit. Je suis aussi chercheur, expert dans toute une série d'autres pays que le Congo et où je participe à ce qu'on appelle la consolidation institutionnelle, c'est-à-dire essayer d'aider les États à rédiger des textes, les textes qui sont indispensables pour pouvoir que les États existent, puissent véritablement fonctionner. Les textes essentiels, la Constitution, loi électorale, la loi sur la CENI, ce genre de loi dont je suis un des spécialistes. Alors, je voudrais vous demander que vous puissiez nous définir la Constitution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Constitution, elle est simple. C'est-à-dire que lorsqu'on dit Constitution très simple, c'est-à-dire c'est une Constitution qui ne veut plus de dictature. Une Constitution qui ne veut plus d'une institution forte qui va dominer toutes les autres institutions. C'est une Constitution qu'on appelle une Constitution équilibrée. Donc, c'est une Constitution qui fait en sorte que toutes les institutions puissent fonctionner correctement. Notamment, on essaye de faire en sorte que chaque institution puisse avoir ce qu'on pourrait appeler une institution de contrôle ou une institution de contre-pouvoir. Par exemple, je prends le cas du président de la République. Oui, le président de la République a des objectifs, il a des compétences, il a tout ce qui lui est reconnu, mais on lui met un petit peu à côté le Premier ministre qui doit être son second. On fait la même chose aussi, par exemple, au niveau du pouvoir législatif, où nous avons une Assemblée nationale et à côté, nous avons un Sénat. Et même au niveau de l'État, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'État central qui est représenté par Kinshasa, mais aussi parce que vous savez bien, aussi bien que moi, Sherpi, que les provinces demandent toujours que Kinshasa ne décide pas de tout. Quand Kinshasa prend l'argent des provinces, Kinshasa ne ramène jamais l'argent des provinces. Et les provinces continuent toujours à souffrir, à ne pas se développer. Et donc, on a mis à côté de l'État de Kinshasa, l'État central, on a mis aussi les provinces. Et donc, c'est véritablement une constitution simple qui fait en sorte que les uns et les autres puissent travailler en collaboration par rapport au Congo. Et ça, c'est véritablement indispensable. Cette constitution ne veut plus de dictature, ne veut plus des présidents qui restent ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'ils meurent, ou bien qu'il puisse y avoir un coup d'État. Ils ne veulent plus de ça. Comme ils ne veulent plus de ça, il faut qu'il y ait une rotation au niveau des institutions et au niveau des animateurs. Et donc, cette constitution refuse que l'on puisse avoir un président qui va rester 20 ans, 15 ans, 30 ans. Non, en disant, tu as fait ton travail, tu peux partir à la retraite, et puis quelqu'un d'autre va arriver. Et puis, on a même mis en disant, oui, si tu pars à la retraite, il ne faut pas que tu commences à dire que non, j'étais président, j'avais ceci, maintenant je n'ai plus rien. On a mis en disant, OK, si vous n'êtes plus président, vous restez sénateur à vie. Ça veut dire que vous allez continuer, comme vous le savez, nos sénateurs, ils gagnent bien leur vie, ils ont un bon salaire, ils ont des beaux véhicules, et donc en tant qu'ancien président, donc vous pouvez être, de manière claire, avoir un statut particulier qui vous permet de vivre et de rester actif sur le plan professionnel sans aucun problème. Et c'est ça, cette constitution, Sherpi. Est-ce que je peux en déduire que la Constitution doit transcender les individus? C'est indispensable que la Constitution transcende les individus. Parce que tout simplement, ces individus-là existent parce qu'il y a cette Constitution. Cette Constitution, comme elle existe, elle permet à ces individus-là de dire que je parle au nom du Congo. Parler au nom du Congo parce que cette Constitution permet à ce que le Congo soit reconnu dans le monde entier. Et que lorsque, sur base de cette Constitution, je suis un représentant de l'État congolais, grâce à cette Constitution, je suis reconnu en Afrique du Sud, aux États-Unis. Je suis reconnu en Belgique, je suis reconnu en France, je suis reconnu à Addis Abeba. C'est grâce à cette Constitution. C'est pour ça qu'elle doit transcender les individus. J'ai entendu dire que la Constitution actuelle au Congo a été rédigée à l'extérieur. Sherpi, ça c'est vraiment un gros mensonge. La Constitution a été écrite d'abord à Kisangani par une commission qui a été instituée pendant la transition. C'est la commission
au niveau du Sénat de la transition. Et ce Sénat de la transition s'est réuni à Kisangani avec des experts congolais, j'insiste bien, des experts congolais, pour faire une mouture. On a un premier texte, mais ce premier texte, maintenant, il faut le travailler pour qu'il soit à la hauteur des attentes du Congo. Et ce sont des Congolais qui l'ont fait. Il y avait 2 étrangers dans ce groupe. Je ne sais pas si moi, je peux me déclarer comme étranger parce que je vis à l'étranger. Et il y avait un autre qui s'appelle Bodj, qui est lui sénégalais, qui a travaillé à la constitution de transition, et tout le reste, c'était que des Congolais. Oui, il y a eu des passages, comme on sait qu'il y a des gens qui travaillent sur la constitution, et vous avez des délégations qui arrivent, une délégation vous rencontre pendant 2 heures. Vous discutez avec eux sur la Constitution. Et puis, ils partent. Quelqu'un d'autre arrive. Oui, on m'a dit que vous travaillez sur la Constitution. Je peux apporter un petit quelque chose. 2 heures de réunion. La personne part, etc., etc. Il y a eu des gens comme ça qui sont arrivés. Mais le noyau dur qui a travaillé sur ce texte, ce sont des Congolais et qui ont défendu ce texte aussi bien au Sénat de transition qu'à l'Assemblée nationale de transition jusqu'à ce que ce texte a été proposé aux Congolais et que les Congolais l'ont adopté à plus de 80%. Clairement, donc c'est un texte qui est un texte congolais. Mais il semblerait qu'il y a des failles dans cette constitution. Il y a des articles qui menacent l'intégrité de notre territoire national. Quand vous dites ça, c'est parce qu'on fait référence à un article qui dit que la RDC peut conférer certaines de ses compétences pour être exercées par des institutions au niveau continental, voire aussi au niveau régional. C'est cet article-là que les gens racontent n'importe quoi. Vous devez savoir que le Congo, en tant que membre de l'Union africaine, l'objectif de l'Union africaine est d'arriver à l'Union des pays africains pour qu'ils deviennent ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Les pères fondateurs du panafricanisme ont préconisé en disant il est hors de question de rester que chacun pour soi dans son petit coin et qu'il est important que cette Union africaine puisse avoir des choses à faire. Un peu comme on a les États-Unis d'Amérique, c'est l'union des États-Unis qui ont fait l'Amérique. Et ces États, au départ, ont donné des compétences aux États-Unis d'Amérique pour les exercer. Et c'est la même chose au niveau de l'Union africaine. Et ça ne concerne pas uniquement le Congo. Tous les pays africains, Sherpi, tous les pays africains ont accepté et adopté qu'il peut y arriver à un moment donné où on transfère des compétences de l'État congolais à l'Union africaine. Je vais vous donner un exemple. Oui. Qu'à un moment donné, on a critiqué que non, l'Union africaine ne vit que de l'argent de l'étranger parce que c'est soutenu par les Chinois, par l'Union européenne qui envoie l'argent à l'Union africaine. Et puis, ils se sont dit non, nous allons prendre 2% de douane de tous les pays africains. Ces 2% de douane vont alimenter le budget de l'Union africaine. Oui. Ça veut dire à ce moment-là que le Congo, comme tous les autres pays, acceptent de donner à l'Union africaine la compétence de prendre 2% des frais de douane qui vont financer l'Union africaine. Et c'est ça, en fait, cette histoire que les gens comprennent très mal en disant que oui, on va prendre un morceau du Congo, on va donner au Rwanda. Non, qu'il y a un principe qui a été adopté par l'Union africaine, c'est que les frontières héritées de la colonisation sont intangibles. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas modifier les frontières qu'on a héritées de la colonisation, c'est dans la charte de l'Union africaine. Il y a eu seulement 2 exceptions qui concernent l'Érythrée et qui concernent le Sud-Soudan. Et ça, c'est fait avec l'accord du Soudan, tout comme avec l'Érythrée, avec l'Éthiopie. Les 2 pays ont accepté pour que ça soit le cas. Et donc, il est hors de question de penser que l'on va prendre un morceau du Congo, de le donner au Rwanda. C'est impossible dans les textes tels que nous les connaissons au niveau de l'Union africaine. Bob, mais les Congolais ne sont pas tous des paranoïaques. Les craintes qui existent au Congo partent quand même de certaines réalités. Je témoigne avoir entendu des gens comme Bizimungu. Eh bien, ils ont brandi des cartes. Nous voulons Berlin 2. J'ai une vidéo où James Kabarebe dit « L'Kivu était à nous ». C'est après la guerre mondiale qu'on nous a pris ça. J'ai une vidéo où Bagaza du Burundi dit « CPGL, notre but c'était que, comme le malheur du Congo vient de chez nous, eh bien, si on se met ensemble, et ils auront la paix et nous allons, de leur côté, vivre dans les collines où coulent les rivières, etc. » C'est pour ça que les Congolais trouvent que avec des gens qui parlent ce langage-là, eh bien, c'est pas le moment de parler, de donner une partie à l'Afrique. Tout à fait d'accord avec vous. Vous avez bien dit, c'est des discours. Maintenant, je vais vous donner aussi d'autres discours. Lorsque l'on parle justement de ces questions en disant que le Kivu était en nous, moi, je vais vous répondre, le Rwanda était au Congo. Une partie de l'Ouganda était au Congo. Une partie du Burundi était au Congo.
Ouais. Nous ne sommes pas très loin. Nous sommes à la fin du 19e siècle, lorsque Léopold II est en train de négocier les frontières qui séparent son domaine et le domaine anglais et allemand. Oui. Donc, vous devez savoir que le Rwanda et le Burundi ont été colonisés dans un second temps par l'Allemagne, mais avant ça, c'était dans la sphère de l'Angleterre. Et quand, après le congrès de Berlin, je vous dis que la moitié de l'Ouganda était au Congo. Le Rwanda, le Burundi, dans la cartographie après Berlin, étaient congolais, acceptés par la communauté internationale. Comme vous le savez que l'État indépendant du Congo, c'était un État indépendant qui a été reconnu par les États-Unis, reconnu par la Belgique, reconnu par la France, reconnu par l'Espagne, reconnu par le Portugal, reconnu par Istanbul avec la Turquie. Et donc, lorsqu'on regarde cette carte-là, le Rwanda et le Burundi sont congolais. Alors, c'est ça que je vous dis, c'est un discours. Et moi, je peux, de manière très claire, sans aucun problème, brandir ces cartes-là. Nous les avons au musée de Tervuren. J'enseigne ça à l'université. Qu'est-ce qui empêche maintenant les Congolais de dire non? Vous dites que le Kivu était à vous. Non, le Kivu n'a jamais été à vous. C'est plutôt vous, le Rwanda et le Burundi, vous étiez Congolais. Sans Bismarck, aujourd'hui, vous seriez toujours Congolais. Vous seriez même pas une province, un territoire du Congo. Un peu comme le Kabare, un peu comme Kambove, un peu comme Mwenga. Donc le Rwanda serait un territoire comme Ouacha. Le Burundi serait un territoire comme Ouacha dans l'espace congolais. Ça, c'est la vérité historique. Mais malheureusement, du côté congolais, qu'est-ce que l'on a? Lorsqu'on vous donne ce discours-là, on n'a pas d'argument. C'est vrai qu'on a un problème de formation, on a un problème de connaissance de l'histoire du Congo, de la construction du Congo. Oui, moi, quand je suis en débat scientifique, l'on me sort ce débat-là, et moi, je réponds, vous avez de la chance que grâce à Bismarck, au chancelier Bismarck, que vous existez, que vous n'êtes pas congolais. Sinon, vous seriez un territoire du Congo. Et donc, s'il vous plaît, essayez de la jouer modeste. La réponse qu'il faudrait que vos téléspectateurs le sachent, et quand on leur dit que le Kivu leur appartient, on répond non, le Kivu ne vous appartient pas. D'ailleurs, nous, on est gentils, on a accepté que vous soyez des pays indépendants, sinon vous seriez des territoires du Congo. Je pourrais dire aussi que quelque part, ce problème, il va rejoindre aussi la psychologie, c'est-à-dire le problème d'identification. Je me sens qui, je me sens d'où, etc. Mais le problème, c'est que vous avez des gens que nous avons accueillis qui sont chez nous, mais qui se croient toujours être d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a deux choses qu'il faut bien se rendre compte. Sur ce problème-là, il est un fait que si la moitié de l'Ouganda serait resté congolais, on n'aurait pas eu de problème. Ouais. Donc, les Banyarwanda, les Rwandais seraient une tribu comme les Barega, comme etc., etc. Oui, on a des populations d'expression Kinyarwanda. On ne peut pas le nier. Le problème est le suivant. C'est que sur base de ces populations qui existent au Congo, il y a eu ce qu'on appelle la transplantation. Parce que le Congo n'était pas peuplé, n'avait pas la main-d'œuvre pour travailler, et que le Rwanda et le Burundi peuplés, on a pris des Burundais et des Rwandais, on les a amenés travailler au Congo. Et ceux-ci, en venant travailler au Congo, trouvent des populations d'expression Kinyarwanda, se mélangent et gonflent. On est d'accord? Et ce n'est pas terminé. C'est que ce système va rester quand même des années et des années. C'est bien chiffré au niveau historique, il n'y a pas de souci. On a une deuxième vague qui concerne des réfugiés. Parce que quand le régime change au Rwanda, les Tutsis rwandais quittent, on appelle ça les royalistes, parce qu'on avait un système de royaume au Rwanda, quittent le Rwanda pour se réfugier non seulement au Congo, mais aussi dans d'autres parties d'Afrique. Oui. Et ces populations qui quittent le Rwanda se mélangent avec les autres et des fois même te disent qu'ils ne sont pas rwandais, mais qu'ils sont d'expression Kinyarwanda au Congo, mais qui viennent du Rwanda. Et d'où ce sentiment que ces populations ont toujours eu. Oui, nous sommes au Congo, mais notre cœur, c'est au Rwanda. Mais ça ne concerne pas toutes les communautés d'expression Kinyarwanda au Nord Kivu. Et quand on parle de ça, généralement, on parle souvent des Tutsis. Mais je prends quelqu'un comme Serufuli, très connu au Congo, qui est congolais, on ne peut pas nier qu'il est congolais, mais il est rwandophone. Il est d'expression Kinyarwanda. Mais la différence entre lui et, par exemple, quelqu'un que je prends Bizi Makara, c'est que Serufuli est Hutu et Bizi Makara est Tutsi. Alors, cette différence-là, nous-mêmes, nous intériorisons que les Hutus sont les nôtres, que les Tutsis ne sont pas les nôtres. Parce que les Tutsis, avec cette vague-là que je viens d'expliquer, c'est les autres. Et d'où cet amalgame qui fait que on est dans ce système-là, malheureusement, on stigmatise, nous
comptabilisons tout, et cela crée malheureusement ce qu'on est en train de vivre. Moi-même, j'ai grandi à Bukavu. J'étais à l'école à Bukavu avec des amis avec qui j'ai grandi depuis que je suis à l'école secondaire, école primaire, qui sont d'expression Kinyarwanda. Et de mon point de vue, ils ne disaient pas qu'ils étaient rwandais. Ils disaient qu'ils étaient Banyarwanda, ça veut dire congolais d'expression. Mais lorsqu'en 1990, le FPR recommence, nos amis là nous disent non, non, non. Si on a dit que nous étions d'expression Kinyarwanda, c'était pour essayer de nous protéger. Mais nous ne sommes pas d'expression Kinyarwanda, nous sommes des réfugiés Tutsi du Rwanda. Donc, nous rentrons chez nous. Alors, en ayant ça, moi, je l'ai vécu, je vous le dis, je l'ai vécu. Parce que j'ai dit, attends, donc, depuis tout ce temps que je vous connais, moi, je pense que tu connais, allez, on est des Congolais, et là, donc, vous n'êtes pas des Congolais. Et alors, imaginez-vous maintenant l'analyse que je peux faire en disant que tous les Tutsis congolais sont comme des réfugiés qui sont arrivés. Et nous en sommes là. Et puis, nous-mêmes, au niveau politique, nous l'avons utilisé. On a utilisé cette expression parce que c'est vendable. C'est vraiment vendable en disant qu'ils sont venus nous coloniser, etc., etc., etc. Et ça marche. Et l'opinion publique prend ça. Et quand l'opinion publique prend ça, on a cette conséquence qui est cette stigmatisation contre les Tutsis. Et c'est toujours, quand on parle que tu es Rwandais, on ne dit pas que tu es Rwandais Tutsi ou que tu es Rwandais Hutu. Quand on dit tu es Rwandais, ça veut dire que tu es Tutsi. C'est ça qui crée aussi cette difficulté d'arriver à passer au-delà de ce discours haineux, de racialisation, et qui crée des rapports assez difficiles. J'avais des amis rwandophones. Un jour, ils sont allés dans une réunion, et de la réunion, ils sont sortis avec un papier, et ils m'ont donné le papier. Et l'association qui avait organisé cette réunion s'appelait Havila, Havila. Et quand j'ai lu le document, c'était carrément, nous sommes une race supérieure, nous devons dominer la partie centrale de l'Afrique. Celui qui n'est pas d'accord avec nous n'a qu'à quitter. C'est nous les maîtres. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Havila? Non, je n'ai jamais entendu parler de cette association, mais il est un fait, sans ambiguïté, quand on connaît un peu l'histoire de cette région, il y a ce qu'on appelle la catégorie des dirigeants et vous avez la catégorie des serviteurs. Ce que les gens oublient, cher Pille, cette distinction n'est pas uniquement rwandaise, elle est aussi congolaise. Pourquoi on appelle les gens de la famille royale? Vous avez des princes et des princesses qui disent que non, nous sommes nés pour dominer. Nous l'avons au Kasaï, nous l'avons chez les Basonge, nous les avons chez les Kuba, nous les avons chez les Bakongo. Où on dit nous sommes supérieurs aux autres et vous devez nous servir. OK, ça existe, ce qu'on appelle les rapports sociaux qui sont construits sur ça. Et vous savez très bien que dans la tradition bantoue, le chef coutumier, il incarne qui? Il incarne Dieu. Il incarne Dieu sur terre. C'est lui l'intermédiaire entre les humains et Dieu. Donc, lui, il est à part. Mais cet aspect, quand vous la mettez maintenant, la compréhension de ça, que vous la mettez maintenant dans une dynamique, on va dire Hutu-Tutsi, oui, les Tutsis sont supérieurs et que les Hutus doivent servir les Tutsis. Et quand je la mets du côté congolais, ça va être la famille royale et les serviteurs doivent servir la famille royale. Il suffit simplement d'aller chez les Bashi, vous allez voir la même chose. Il suffit d'aller chez les Barega, vous verrez. Allez chez le Moitiave, c'est encore plus criant. Est-ce qu'un serviteur peut épouser une princesse? C'est très rare. On va vous dire, vous êtes de quelle origine, vous avez quel statut, pas que l'argent, mais statut au niveau des rapports sociaux entre le paysan, le serviteur et la famille royale. C'est partout. En Égypte, nous avons eu ça, à l'époque des pharaons. En Occident, on a eu ça, à l'époque des royaumes, où les princesses ne pouvaient pas épouser n'importe qui. Et même actuellement, il y a beaucoup de royaumes en Belgique, en Europe. Vous verrez une princesse qui va dire non, non, moi je vais épouser cela. Allez, rappelez-vous, le prince William épouse ce qu'on appelle une roturière. Le prince Charles, qui a épousé Diane, roturière, etc., ça a fait toute une série de problèmes. En fait, c'est la même logique qu'il faut simplement appliquer, n'est pas uniquement stigmatisé par rapport à la question rwandaise, et de le prendre dans sa globalité, des rapports sociaux qu'il y a entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont censés servir ceux qui gouvernent. Venons-en maintenant à l'actualité, la révision constitutionnelle qui est en vue. Oui, il y a une espèce de flou qui est entretenu par le pouvoir à Kinshasa. Ouais. C'est qu'il faut regarder la chronologie. Dans un premier temps, on a commencé à voir que non, il va y avoir un changement de constitution. Et puis, nous avons eu une décision du parti présidentiel, donc, qui fait une circulaire, qui demande que non, on lance une campagne de sensibilisation pour la révision constitutionnelle. Alors, on peut dire, oui, c'est tout à fait classique qu'un parti politique puisse arriver à
essayer d'avoir un point de vue. C'est tout à fait démocratique. Et ensuite, nous avons eu quand même le discours du chef de l'État, Kisangani, qui parle et qui dit, oui, il faut réviser la Constitution, mais lorsqu'il donne les arguments pour réviser la Constitution, on se rend bien compte que ces arguments ne sont pas pour réviser la Constitution, mais c'est pour changer la Constitution, avoir une autre Constitution. C'est exactement ça le débat. Et lorsqu'on a une autre Constitution, est-ce que ça entraîne forcément un glissement? Maintenant, voilà la question. Quand on parle de changement de Constitution, ça veut dire que le Congo aujourd'hui existe par cette Constitution, d'accord? Oui. Cette Constitution permet au Congo d'exister. Cette Constitution permet d'avoir un président de la République, d'avoir un gouvernement, d'avoir un parlement, d'avoir des assemblées provinciales, d'avoir des gouverneurs de province. Maintenant, vous enlevez cette Constitution. Quand vous l'enlevez, je suis désolé, le président de la République n'est plus président de la République. Le ministre n'est plus ministre. Le gouvernement n'est plus gouvernement. Le parlement n'est plus parlement. Et donc, nous allons dans une autre forme de gouvernance. Si c'est ça qu'ils veulent faire, ça s'appelle un coup d'État. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec l'ordre constitutionnel actuel. Je vais mettre un nouvel ordre constitutionnel. Mais pour le faire, les Congolais qui ont voté cette constitution à 80%, est-ce qu'ils sont d'accord de la changer, de mettre une nouvelle constitution? C'est ça le débat que les forces politiques maintenant disent non, vous avez été élu par cette constitution. Vous êtes président de la République par cette constitution. Et vous voulez la changer? Pourquoi? Pour rester au pouvoir ou pas? Et donc, dans ce cas-là, oui, on a des manifestations, des gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision, des gens qui disent non, nous ne sommes pas d'accord, nous voulons rester dans l'ordre constitutionnel tel que nous l'avons adopté. Et quand on dit nous ne sommes pas d'accord, quand j'ai regardé quand même, j'ai lu la plupart des communiqués, on a le communiqué des églises catholiques qui sont très clairs, l'église protestante qui est claire, et puis je vois que la plupart des partis politiques se prononcent contre, la société civile se prononce contre, et jusqu'à preuve du contraire, on a l'UDPS et ses alliés qui se prononcent pour. Mais jusque-là, on n'a pas encore le point de vue d'autres partenaires de l'UDPS, notamment l'UNC de Vital Kamerhe, notamment l'AFDC de Bahati Lukwebo, ou même le MLC de Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'ils sont d'accord avec l'UDPS qui veut un changement de constitution ou pas? Voilà un peu dans le contexte dans lequel on se trouve. Et ce qui crée cette confusion, et cette confusion crée un malaise, et ce malaise est en train de s'exprimer en n'oubliant pas aussi, cher Pi, la RDC est en guerre. Hein. Il y a l'AFC de Nanga et le M23 qui occupent quand même, c'est déjà un pays plus grand que le Libéria, c'est déjà plus grand que les Lesotho, c'est déjà plus grand que le Rwanda. Maintenant, ce sera plus grand que le Burundi. Dans un tel contexte, c'est là où, des fois, on se pose des questions en disant, est-ce qu'on comprend et on sait ce qu'on est en train de faire? Au moment où on est en guerre, nous sommes en état de siège et on veut changer le texte qui met l'état de siège. En tant qu'expert, vous êtes pour ou contre qu'on touche à la Constitution en ce moment? Je suis contre le changement. Je suis contre la révision. Il y a d'autres priorités. Le Congo est en guerre. Il y a des villes qui tombent. Il y a des villages qui tombent. Il y a des réfugiés. On va mettre de l'énergie par rapport à la Constitution au lieu de venir en aide à nos frères qui sont à l'Est. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'élection de M. Trump? Le projet de Trump, c'est l'Amérique d'abord. Ça veut dire que le monde entier, par rapport à Trump, va travailler pour la grandeur de l'Amérique. Est-ce que le Congo va se retrouver bien avec Trump qui veut que nous, le Congo, soit un outil pour les États-Unis pour devenir encore plus grand? Là, je dis tout de suite que le Congo va devenir un vassal de la stratégie de Trump de pouvoir augmenter la puissance de Trump. Parce que tout simplement, nous avons quoi? Nous avons les matières premières. Et ce n'est pas les Américains qui vont dire on va construire des usines chez les Congolais. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous, Congolais, donnez-nous nos matières qu'on a besoin pour nous continuer à nous développer. Et donc, par rapport à cette élection, je ne suis pas très optimiste par rapport à la place du Congo dans les relations internationales des États-Unis. Quel est votre mot de la fin? D'abord, d'aimer le Congo. Aimer le Congo, ce n'est pas simplement le dire. Aimer le Congo, c'est aller au travail. Bien sûr, il faut être payé. Tout travail mérite salaire. Aimer le Congo, ça veut dire quand même essayer de faire en sorte que la corruption ne devienne pas généralisée. Essayer dans la mesure du possible d'éviter que l'on puisse arriver à avoir des antagonismes qui nous handicapent. On est tous unis comme Congolais plutôt que d'essayer de faire la division. Ce n'est pas un changement de constitution qui va consolider l'État congolais et la nation congolaise, c'est plutôt les Congolais eux-mêmes qui vont arriver à le faire. Et le Congo n'existe pas en tant que Congo sans les Congolais. C'est les Congolais qui font que le Congo existe. Je vous remercie, Bob. Merci, cher.